Comme les deux fiancés appartenaient l'un à la religion catholique, l'autre à la religion réformée, on avait été obligé de s'adresser pour la dispense à Grégoire XIII, qui tenait alors le siège de Rome. La dispense tardait, et ce retard inquiétait fort la feu reine de Navarre. Elle avait un jour exprimé à Charles IX ses craintes que cette dispense n'arrivât point, ce à quoi le roi avait répondu « N'ayez souci, ma bonne tante, je vous honore plus que le pape, et aime plus ma sœur que je ne le crains. Je ne suis pas huguenot, mais je ne suis pas sot non plus. Et si monsieur le pape fait trop la bête, je prendrai moi-même Margot par la main et je la mènerai épouser votre fils en plein prêche. » Ces paroles s'étaient répandues du Louvre dans la ville, et tout en réjouissant fort les huguenots, avaient considérablement donné à penser aux catholiques, qui se demandaient tout bas si le roi les trahissait réellement, ou bien ne jouait pas quelque comédie qui aurait un beau matin ou un beau soir son dénouement inattendu. C'était vis-à-vis de l'amiral de Coligny surtout, qui depuis 5 ou 6 ans faisait une guerre acharnée au roi, que la conduite de Charles IX paraissait inexplicable. Après avoir mis sa tête à prix à 150 000 écus d'or, le roi ne jurait que par lui, l'appelant son père et déclarant tout haut qu'il allait confier désormais à lui seul la conduite de la guerre. C'est au point que Catherine de Médicis elle-même, qui jusqu'alors avait réglé les actions, les volontés et jusqu'au désir du jeune prince, paraissait commencer à s'inquiéter tout de bon, et ce n'était pas son sujet, car dans un moment d'épanchement, Charles IX avait dit à l'amiral à propos de la guerre de Flandre « Mon père, il y a encore une chose en ceci à laquelle il faut bien prendre garde. C'est que la reine-mère, qui veut mettre le nez partout comme vous savez, ne connaisse rien de cette entreprise. Que nous la tenions si secrète qu'elle n'y voit goutte, car brouillonne comme je la connais, elle nous gâterait tout. » Or, tout sage et expérimenté qu'il était, Coligny n'avait pu tenir secrète une si entière confiance. Et quoiqu'il fût arrivé à Paris avec de grands soupçons, quoiqu'à son départ de Châtillon une paysanne se fût jetée à ses pieds en criant « Oh, monsieur, notre bon maître, n'allez pas à Paris, car si vous y allez, vous mourrez, vous, et tous ceux qui iront avec vous. » Ces soupçons s'étaient peu à peu éteints dans son cœur et dans celui de Téligny son gendre, auquel le roi de son côté faisait de grandes amitiés, l'appelant son frère, comme il appelait l'amiral son père, et le tutoyant, ainsi qu'il faisait pour ses meilleurs amis. Les huguenots, à part quelques esprits chagrins et défiants, étaient donc entièrement rassurés. La mort de la reine de Navarre passait pour avoir été causée par une pleurésie, et les vastes salles du Louvre s'étaient emplies de tous ces braves protestants auxquels le mariage de leur jeune chef Henri promettait un retour de fortune bien inespéré. L'amiral de Coligny, La Rochefoucauld, le prince de Condé-Fils, Téligny, enfin tous les principaux du parti, triomphaient de voir tout-puissant au Louvre et si bienvenu à Paris, ceux-là même que 3 mois auparavant le roi Charles et la reine Catherine voulaient faire pendre à des potences plus hautes que celles des assassins. Il n'y avait que le maréchal de Montmorency que l'on cherchait vainement parmi tous ses frères, car aucune promesse n'avait pu le séduire, aucun semblant n'avait pu le tromper, et il restait retiré, en son château de l'Isle-Adam, donnant pour excuse de sa retraite la douleur que lui causait encore la mort de son père, le connétable Anne de Montmorency, tué d'un coup de pistolet par Robert Stuart à la bataille de Saint-Denis. Mais comme cet événement était arrivé depuis plus de 3 ans et que la sensibilité était une vertu assez peu à la mode à cette époque, on avait cru de ce deuil prolongé outre mesure que ce qu'on avait bien voulu en croire. Au reste, tout donnait tort au maréchal de Montmorency. Le roi, la reine, le duc d'Anjou et le duc d'Alençon faisaient à merveille les honneurs de la royale fête. Le duc d'Anjou recevait des huguenots eux-mêmes des compliments bien mérités sur les 2 batailles de Jarnac et de Montcontour, qu'il avait gagnées avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans, plus précoce en cela que n'avaient été César et Alexandre, auxquels on le comparait en donnant bien entendu l'infériorité aux vainqueurs d'Isius et de Pharsale. Le duc d'Alençon regardait tout cela de son œil caressant et faux. La reine Catherine rayonnait de joie, et, toute confite en gracieuseté, complimentait le prince Henri de Condé sur son récent mariage avec Marie de Clèves.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.